deux mots simplement pour présenter le contrat social. Rousseau écrit cet ouvrage-là, non pas pour décrire ce qu'est l'État. Le contrat social ne dit pas ce que c'est que l'État dans les faits. Rousseau n'est pas un sociologue qui décrit le fonctionnement de l'État. C'est un philosophe qui s'interroge sur ce que doit être l'État. Donc la question n'est pas une question de fait, c'est une question de droit. La question n'est pas comment ça marche, la question est comment ça doit marcher. La question n'est pas comment fonctionne l'État, la question est comment doit-il fonctionner. Autrement dit, il s'agit de poser un idéal, voyez, un idéal, un devoir-être. Il s'agit de prescrire quelque chose qui est un modèle politique idéal. Mais pour prescrire un modèle politique idéal, qui, si on le prend en considération, devra s'appliquer à l'homme, il faut s'interroger nécessairement sur la question de l'homme. Puisque la politique, c'est l'art d'organiser la cité, et la politique touche à la réalité de l'homme, à la réalité qui est proprement humaine. Si Dieu existe, il n'est pas confronté à des problèmes politiques, puisqu'il n'a pas de corps, s'il existe. Donc il n'est pas incarné dans des sociétés, et donc il est étranger aux problèmes politiques. De la même manière, la nature elle-même est régie par les lois de la nature. Quand c'est le monde physique, c'est les lois de la physique. Quand c'est le monde animal, c'est régi par l'instinct. Et donc là, le domaine de la nature est étranger au domaine de la question politique. La nature ne s'auto-organise pas politiquement. Donc la politique est une question proprement humaine. Le contrat social, qui aborde donc la question de l'état idéal, du devoir-être, pose la question de l'homme. Et là, Rousseau reprend l'enseignement des plus grands, et notamment du premier, Socrate. C'est le précepte socratique qu'on retrouve ici, connais-toi toi-même. Penser la politique, c'est penser l'homme. Donc penser l'homme, c'est se penser soi-même. Si je veux penser la politique, il faut que je me pense. Il faut que je sache ce que je suis. Il faut que je m'interroge sur ma nature. Donc, vous voyez dans quel contexte on est. Le texte qu'on va lire là, c'est le tout début du contrat social. C'est le moment où Rousseau engage la réflexion, non pas sur ce qu'est l'État, je me répète, mais sur ce qu'il doit être, sur l'idéal. Alors, si on s'interroge sur ce que doit être l'État, il y a deux questions ici à poser en réalité. La première question, c'est de savoir sur quoi on va l'appuyer, quel sera son fondement. Si on se demande ce qu'est l'État idéal, il faut se demander sur quoi on va enraciner cet État idéal. Quel sera son fondement? Pensez à une maison, il faut une fondation, si les fondements ne sont pas solides, la maison ne tient pas debout. Donc la première grande question de la politique, dans le champ de la philosophie, la question du fondement de l'État. Sa raison d'être, son socle, ce sur quoi il va pouvoir prendre appui. Et la deuxième question qui est liée à la première, celui de sa légitimité. L'État juste. Qu'est-ce que c'est qu'un État juste? Comment on fait pour organiser la cité d'une manière telle qu'elle soit juste? Bon. Donc la question politique, renvoyant la question du fondement et de la légitimité, cette question, d'emblée, se rencontre trois grandes possibilités. Et le texte qu'on va lire ensemble, c'est un texte qui ferraille avec un adversaire. Au passage, d'ailleurs, je vous donne un truc quand vous lisez un philosophe. Si vous voulez comprendre ce que dit un philosophe, demandez-vous toujours quel est l'adversaire qu'il se donne. Toujours. Ça, c'est le cœur de la philosophie. Philosopher, c'est toujours ferrailler avec un adversaire. S'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de philosophie. Vous voyez ? Donc, dès le début, dès la naissance de la philosophie, c'est apparu explicitement. Lorsque Platon rédige ses ouvrages, il les rédige sous forme de dialogue, et vous avez toujours une confrontation de Socrate avec des adversaires de la philosophie, les sophistes, les rhéteurs, etc. Et donc, il y a toujours un dialogue, mais un dialogue qui pose un problème et qui instruit ce problème-là. Donc, pour bien comprendre un théoricien, un philosophe, il faut toujours comprendre l'adversaire qu'il se donne. Il faut toujours les regarder du côté de l'adversaire. Et pour bien comprendre le texte qu'on a sous les yeux, il faut comprendre avec qui Rousseau ferraille. Il a un adversaire en réalité, mais il ne vous dit pas voilà mon adversaire, voilà sa thèse. Rousseau s'adresse à des gens érudits et donc il présuppose la connaissance de cet adversaire. Et d'emblée, il l'attaque. Alors, pour qu'on soit bien au clair, donc notre objet dans ce texte-là, c'est l'État. Plus précisément, l'objet de ce texte, c'est le fondement de l'État et sa légitimité. C'est ça le cœur du texte. Pour qu'on repère le problème, il faut qu'on repère l'adversaire. Il y a un adversaire qui dit quelque chose et Rousseau qui n'est pas d'accord avec cet adversaire. Je lis le début du texte. On va voir un adversaire apparaître. Alors, historiquement, on le repère assez facilement, mais au regard des questions contemporaines, au premier abord, on ne voit pas bien. Alors, on est au chapitre 2 du livre 1 du contrat social. C'est le tout début. Le chapitre 1, il a simplement dit, voilà de quoi je vais parler, voilà en gros ce que je vais dire, très rapidement. Chapitre 2, on attaque le truc. Et alors, la question est politique. Étonnamment, Rousseau nous parle de la famille. Et il écrit ceci. La plus ancienne de toutes les sociétés, et la seule naturelle, est celle de la famille. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de l'obéissance qu'ils devaient au père, le père exempt des soins qu'il devait aux enfants, rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils continuent de rester unis, ce n'est plus naturellement, c'est volontairement, et la famille elle-même ne se maintient que par convention.
Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l'homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation. Ses premiers soins sont ceux qu'il se doit à lui-même. Et sitôt qu'il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à le conserver, devient par là même son propre maître. La famille est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques. Le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants, et tous, étant nés libres et égaux, n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que, dans la famille, l'amour du père pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend, et que, dans l'État, le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples. Je reprends deux éléments du texte. Alors je vous rappelle, notre objet, c'est l'État. Plus précisément, c'est ce que doit être l'État. Le problème ici, la question qu'on traite en tout cas, c'est de savoir sur quoi on va enraciner l'État, quel est son fondement. Et je vous ai dit, pour bien repérer le problème, il faut connaître l'adversaire. L'adversaire, on le repère au troisième alinéa. La famille est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques. Il y a un « on » ici, qui voudrait que la famille soit le modèle des sociétés politiques. C'est l'adversaire. Alors cet adversaire-là, historiquement, c'est... Alors, du côté anglo-saxon, on a un penseur qui s'appelait Filmer qui défendait cette théorie-là, et de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire du côté de la pensée française, on a cette thèse-là, cette théorie-là qui est développée par Bossuet au XVIIe siècle. C'est Bossuet, en fait. Ça s'appelle le paternalisme. Le paternalisme dit le roi est au peuple ce que le père est à ses enfants. Donc le modèle de l'État, c'est la famille. Alors, on pourrait se dire, bon, bah donc il s'agit de ferrailler avec un adversaire qui identifie l'État à la famille, et donc il s'agit de dire que l'État, alors si c'est l'adversaire, que l'État, c'est pas une famille. Bon, ceci étant dit, oui, non, c'est pas une famille. Hein. Il n'y a pas de lien naturel entre les membres d'un État, encore que, justement, au-delà de la question de la famille, ce qui se joue, c'est précisément la question de savoir dans quelle mesure l'État ne peut pas être fondé sur la nature. Voyez ? Imaginez un instant, on va le discuter ça, mais que la famille soit une réalité naturelle. Imaginez un instant que vous preniez la famille comme modèle des sociétés politiques. Soutenez alors que la structure de l'État est de même nature que la structure d'une famille. Bah, dès lors, vous soutenez que le fondement de l'État, c'est la nature. On est d'accord sur le raisonnement ? Si la famille est naturelle, et si l'État a pour modèle la famille, alors l'État a pour modèle la nature. L'État est fondé sur la nature. Voilà. C'est ça notre adversaire. L'adversaire, c'est celui qui dit que l'État est fondé sur une réalité naturelle. Du coup, quand on a repéré cet adversaire, déjà on comprend le titre du livre. Le contrat social. Si l'adversaire est celui qui dit que l'État est fondé sur la nature, ça veut dire que la position qu'on va défendre, qui est l'antithèse de celle de l'adversaire, la position qu'on va défendre, c'est donc celle qui dit que l'État n'est pas fondé sur la nature. Donc si l'État n'est pas fondé sur la nature, il n'est pas naturel, il est donc artificiel ou encore contractuel. Donc l'État est fondé sur un contrat. D'où le titre du bouquin, le contrat social. Alors, pour nous, ça paraît presque évident, presque, hein, parce qu'on va regarder ensemble, on croit qu'on est d'accord, mais en fait on n'est pas d'accord. On croit, comme souvent. On croit qu'on est d'accord. Bah oui, c'est évident, l'État c'est un contrat. On va discuter, on va regarder. On croit, mais en fait, très rapidement, on tend à penser que dans le fond, il y a bien un truc naturel dans tout ça. Finalement, la nature est peut-être le modèle quand même malgré tout. On finit toujours par retrouver ça. Mais si on soutient, comme le fait Rousseau, que l'État n'est pas fondé sur la nature et que donc il est fondé sur un contrat, dans la perspective qui est celle du XVIIIe siècle, on dit quelque chose de révolutionnaire. Vous imaginez, rien que le titre du bouquin, le contrat social. Enfin, au XVIIIe siècle, on est dans un monde où il est évident que l'État est fondé sur la nature, je viens de le dire. La théorie paternaliste de Bossuet le disait déjà. Ou si c'est pas la nature, c'est Dieu. Mais enfin, si c'est pas la nature, c'est Dieu. Mais la nature, elle est la création de Dieu. Donc, si c'est Dieu, c'est la nature. Hein, la nature n'étant rien d'autre que le canal par lequel s'exprimerait la volonté divine. Donc, à l'époque où Rousseau écrit ce texte-là, le contrat social, il écrit un texte dont le titre, d'emblée, est révolutionnaire, enfin, provocateur. Alors, il n'est pas le premier à dire que l'État est fondé sur un contrat. Il y a eu des penseurs avant lui. Il y a eu Locke, Hobbes, il y a des penseurs qui avaient dit ça. Mais lui, il le dit d'une manière tout à fait singulière. C'est-à-dire qu'il va développer une théorie du contrat que d'autres, que ceux qui l'avaient précédé, n'avaient pas développée. Donc il y a une position chez Rousseau qui est vraiment très radicale. C'est vraiment une posture philosophique. On a un adversaire et on prend une position radicale, on prend position. C'est pas, il faut voir un peu, c'est un peu la nature, un peu pas la nature, ça dépend. C'est ou c'est pas la nature. Alors, je récapitule, l'objet du texte, c'est donc l'État. Plus précisément, c'est le fondement de l'État. Et plus précisément encore, c'est le fondement de l'État idéal. C'est ça notre question. Le problème, maintenant, on l'a. Le problème, c'est de savoir si l'État est fondé sur la nature ou pas. Et s'il n'est pas fondé sur la nature, la question est de savoir sur quoi il est fondé. Mais là, je viens de donner une indication. S'il n'est pas fondé sur la nature, ça signifie qu'il est fondé sur un contrat. Donc l'objet, c'est l'État, plus précisément son fondement. Le problème, est-ce que l'État est fondé sur la nature ou est-ce qu'il n'est pas plutôt fondé sur un contrat? La thèse, maintenant, de l'extrait, la théorie développée par Rousseau, on l'a repéré, l'État n'est pas assimilable à une famille,
il n'est pas assimilable à une famille telle qu'on la conçoit quand on veut légitimer l'État par la nature, donc l'État n'est pas fondé sur la nature, et par conséquent, il sera fondé sur un contrat. Et du coup, dès le chapitre 2 du livre 1, on a une justification du titre du livre, quoi, le contrat social. Alors, regardons comment ça marche maintenant. Vous voyez, la philosophie, ça consiste à poser un problème et à instruire ce problème. Donc il n'y a pas de philosophie sans mise en évidence d'un adversaire. Mais en philosophie, pour réfuter l'adversaire, on ne dit pas le contraire de ce qu'il dit. Ça n'a aucun intérêt. Si l'adversaire dit A, et que si j'affirme non à A, en soutenant qu'en affirmant non A, je l'ai réfuté, je tourne en rond. Parce que si non A réfute A, c'est non A. Donc ça veut dire que si je réfute l'autre en disant le contraire, l'autre me réfute en disant le contraire. On n'a pas bougé. Donc, philosopher, c'est poser un problème, c'est donc se donner un adversaire, mais c'est réfuter l'adversaire, mais le réfuter toujours de manière singulière, et là, Rousseau, à nouveau, est un disciple de Platon. On réfute l'adversaire en adoptant son point de vue. Il faut adopter le point de vue de l'adversaire, toujours. Et on a réfuté l'adversaire, non pas en lui opposant l'antithèse de ce qu'il affirme, mais en démontrant que ce qu'il affirme est contradictoire. Donc c'est de l'intérieur qu'on opère une réfutation en philosophie, c'est jamais de l'extérieur. C'est toujours de l'intérieur. C'est pourquoi la philosophie est une expérience finalement de la tolérance, puisqu'on commence par s'ouvrir à la pensée de l'autre avant de le réfuter. Si on ne s'ouvre pas à la pensée de l'autre, on ne l'a pas compris. Alors, si on ne l'a pas compris, on ne peut pas le réfuter. Donc il faut s'ouvrir à la pensée de l'autre, entrer dans le système qu'il nous propose, et c'est seulement quand on aura éprouvé les limites de ce système qu'on pourra considérer l'avoir réfuté. Et si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas, ça veut dire qu'il a raison. C'est pas grave. Philosophie, c'est pas grave. C'est peut-être lui qui a raison en fait. Ah oui, non, mais si vraiment on est attaché à une position comme une position sacrée, il ne faut pas faire de philosophie. Il y a plein de choses dans la vie. Hein. Si on veut des réponses, il y a plein de choses à faire. On peut se tourner vers le religieux, on peut se tourner vers l'idéologie politique, on a des réponses. Philosophie, c'est pas ça. J'ai un problème, il y a au moins deux positions, sinon il n'y a pas de problème. Moi, je penserais plutôt ça. Mais je vais regarder le point de vue de l'adversaire quand même. C'est peut-être lui qui a raison, en fait. Et alors? C'est pas grave. Enfin, en tout cas, si ça doit m'empêcher de dormir, ça veut dire qu'il faut que je change de métier. Parce que philosopher, c'est précisément accepter la position de l'adversaire d'abord. Et c'est regarder de l'intérieur comment ça marche. Alors, regardez comment fait Rousseau, c'est exactement ça. D'abord, formulons la position de l'adversaire, puis regardons comment il raisonne. L'adversaire, c'est Bossuet. La théorie de Bossuet, je l'ai évoquée rapidement tout à l'heure, cette théorie consiste à dire que le modèle de l'État, c'est la famille. Et le présupposé de Bossuet, c'est que la famille est elle-même une réalité naturelle. Et donc la thèse qu'il défend, c'est que si le modèle de l'État, c'est la famille, et si la famille est une réalité naturelle, alors l'État est une réalité naturelle. Donc le raisonnement de Bossuet est un raisonnement d'un religieux, hein, d'ailleurs. Cette thèse, il la développe dans un bouquin qui s'appelle La politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte. Et dans cet ouvrage-là, Bossuet part d'un présupposé religieux, puis déduit une conception de la politique. Un présupposé religieux, c'est que, dans le monde du christianisme, du catholicisme même plus précisément, le présupposé, c'est que Dieu a créé le monde. Donc comme il a créé le monde, il a créé la nature. Et donc si je veux savoir quelles sont les intentions de Dieu, il y a un bon moyen, c'est déjà de regarder un peu comment la nature est faite. Puisque la nature n'est rien d'autre que le canal par lequel s'exprime la volonté de Dieu. Or, j'observe que je suis né dans une famille. Et j'observe qu'un être humain, si vous l'arrachez du ventre de sa mère et que vous le déposez dans la nature, il ne survivra pas. Et que donc j'observe que l'homme est fait, au commencement de son existence, pour vivre dans des familles. Donc j'en déduis que si la famille est naturelle, c'est que la famille correspond à la volonté de Dieu. Donc l'homme est fait pour vivre dans des familles. Donc l'homme est naturellement sociable. Et non seulement il est naturellement sociable, mais la société elle-même est naturelle. Or, une famille, c'est pas une démocratie. Vous avez remarqué, on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, on n'élit pas ses parents. Donc la famille est une structure hiérarchique, ce n'est pas une structure démocratique. Au passage d'ailleurs, vous remarquez tout de suite la position de notre adversaire. Hein. Vous voyez bien, tous ceux qui, avec de bons sentiments, hein, sont tentés de considérer la nation comme une grande famille, bon d'accord, enfin la famille, c'est pas une démocratie. Hein. Pas une démocratie. Donc si la famille est le modèle des sociétés politiques, ça veut dire que l'État juste, l'État idéal, ne sera pas un État démocratique. Ce sera un État hiérarchique, dans lequel certains sont faits pour gouverner comme un père, et d'autres sont faits pour être gouvernés comme des enfants. Voilà. Donc si nous venons au monde dans des familles, et si les familles sont des réalités naturelles, ça veut dire que nous venons au monde pour vivre dans des sociétés hiérarchiques, naturelles, non démocratiques, dans lesquelles certains sont faits pour gouverner, d'autres sont faits pour être gouvernés.
Voilà. Le roi est au peuple, ce que le père est à ses enfants. Vous voyez, ce qui est quand même frappant, quand même, c'est que Rousseau, il commence par là. C'est un pur républicain. Il commence par là. Il ne commence pas par se demander si les méchants, c'est les libéraux. Il ne commence pas à se demander si le mal, c'est la concurrence ou je sais pas quoi. Il a compris que le vrai adversaire de la République, c'est ça, c'est la nature. Et oui, vous comprenez, il aurait très bien pu commencer en disant moi je suis un républicain, je veux défendre les droits de l'homme, etc. Donc je vais soutenir quand même qu'il y a le mal, je sais pas, c'est l'économie de marché, etc. Non, Rousseau, il n'est pas du tout. Ça aussi, c'est un problème. Mais il y a un autre problème plus essentiel encore, qui est au cœur de la question politique. Le vrai problème, c'est d'abord de se mettre d'accord sur le rapport entre l'État et la nature. Voilà, ça c'est le vrai, c'est le cœur du cœur. Si on n'est pas d'accord là-dessus, après le reste, c'est pas la peine. Ou si on se met d'accord en disant que l'État est fondé sur la nature, le problème est réglé. La démocratie est une illusion, la République est une illusion. Ce qui compte, c'est de respecter l'ordre naturel hiérarchique. Certains sont faits pour gouverner, d'autres sont faits pour être gouvernés. Voilà. Il ne viendrait pas à l'esprit de vouloir que le nourrisson qui vient au monde prenne la place du père, ou que le père prenne la place de l'enfant. Eh bien, dans la société, ce serait du même ordre. Il viendra à l'esprit de personne, dès lors qu'on serait représenter la nature comme ça, de soutenir que c'est aux individus de décider de leur destin, puisqu'ils seraient par nature voués à obéir et être soumis comme ça à des êtres qui sont par nature supérieurs. Ce que je suis en train de décrire là par le modèle de la famille, en reprenant l'argument de Bossuet, vous comprenez bien, c'est pas une situation de rapport de force. Ce qu'on est en train de décrire là, c'est l'anti-libéralisme, hein, au passage. C'est l'anti-libéralisme, il n'y a pas de concurrence là. Hein. Le père et l'enfant ne sont pas des concurrents. Il n'y en a pas un qui va... Vous voyez, ils ne sont pas concurrents. C'est une hiérarchie. Donc la hiérarchie, ce n'est pas le rapport de force. La hiérarchie, c'est le supérieur qui domine l'inférieur. La hiérarchie, c'est ce qui est au-dessus par nature, doit être au-dessus de ce qui est au-dessous par nature. C'est pas, vous voyez, c'est l'antithèse d'une situation de concurrence généralisée. C'est pourquoi le texte, il n'a pas pris une ride. Parce que, surtout en période de crise, il suffit que ça marche plus très bien, que la concurrence crée des limites pour qu'on se dise il nous faut un monde sans concurrence. Ah ben voilà un monde sans concurrence. Là, il n'y a pas de concurrence. Hein. Pas de rivalité, pas de compétition. Le père et l'enfant ne sont pas en concurrence, ni en rivalité, ni en compétition. Voilà une antithèse opposable à la société individualiste. Si vraiment je considère que l'individualisme c'est le mal absolu, voilà une antithèse absolue à l'individualisme. C'est-à-dire chacun a sa place naturelle. Il faut que les peuples soient gouvernés par des gens qui sont par nature supérieurs. Pas parce qu'ils sont plus forts, pas parce qu'ils sont plus malins. Le roi, il n'est pas roi parce qu'il est plus fort. Il n'est pas le roi parce qu'il est le plus malin. Il n'est pas le roi parce qu'il a bien travaillé à l'école. Il n'est pas le roi parce qu'il a fait des bonnes affaires. Il est roi parce qu'il est roi. Voilà, c'est tout. Parce qu'il est né roi. C'est la nature, c'est la volonté de Dieu, ça ne se discute pas. Oh, bah alors, c'est paisible. Vous comprenez ce que je veux dire? Non mais, vous comprenez? C'est paisible. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Vous voyez, il ne faut pas croire que quand le libéralisme est en crise, alors la lumière s'allume et c'est bon. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, on va avoir une société enfin. Parce qu'il y a un modèle qui dit, depuis l'origine de la modernité, votre monde de liberté et d'égalité, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, nous, c'est la nature. Bon, alors évidemment, la référence au roi, je vous accorde que ça a pris le plomb dans l'aile. Une révolution ayant passé, c'est difficile, mais à la place du roi, vous mettez l'ordre naturel des nations, et vous allez voir que c'est pareil, en fait. Ça revient au même, quoi. On est pour être ceci, on est pour être cela, on ne le décide pas, c'est l'ordre de la nature qui le décide, et donc si chacun respecte sa place naturelle, pas de concurrence, pas de rivalité, pas de compétition. Ah oui, non mais lire Rousseau, ça reste toujours... Ça cogne un peu, quoi, c'est vrai, c'est un vrai philosophe, quoi. Il pose vraiment le problème.